Bonjour à tous. Donc, Laurent Siaille, je suis responsable développement durable pour Ugitech. Rapidement, Ugitech, on est une entreprise de la sidérurgie. On fabrique de l'acier inox, des produits longs, sous forme de barres, de fils, et on dessert différents marchés qui vont de l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, le médical, la construction. Voilà. Et on commence aussi à livrer les marchés d'hydrogène. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de décarbonation de l'industrie, notamment dans la sidérurgie. Donc, Ugitech, on est coordinateur d'un projet européen. On a été lauréat en 2023 avec un consortium de partenaires européens qui a pour objectif de vérifier la faisabilité de remplacer le gaz naturel dans nos procédés thermiques par de l'hydrogène décarboné, de façon à réduire notre empreinte carbone sur nos procédés. Donc ce projet a démarré en avril 2023 et il doit se terminer en fin 2027. Donc on est à peu près au milieu du projet aujourd'hui. Et dans ce consortium, on a des sidérurgistes, donc Ugitech, DEW en Allemagne par exemple. On a des fabricants de brûleurs hydrogène. On a des fabricants d'électrolyseurs, Genvia. Il y a une présentation d'ailleurs de Genvia, j'ai vu tout à l'heure. Et on a également des centres de recherche et des universités qui nous aident sur la partie modélisation et sur les essais laboratoires. Alors, dans la sidérurgie, c'est un secteur qui est réputé difficile à abattre. Ça représente à peu près mondialement 8% des émissions de CO2. Il y a deux filières. En fait, la filière primaire qui est la filière au fourneau où on prend du minerai de fer pour en faire de l'acier via de la fonte, où là on rejette énormément de CO2 par utilisation de coke, du charbon. Donc ça c'est un procédé qui est très très ancien. Et donc il y a des solutions effectivement de décarbonation par l'hydrogène, notamment avec la réduction directe. Des gens comme Arcelor à Dunkerque travaillent sur ces sujets-là. Nous, on est sur une filière qui est la filière électrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de haut fourneau, on a des fours à arc et on refond des ferrailles recyclées. Donc, comme on fait de l'acier inox, on rajoute également des alliages, du chrome, du nickel, du manganèse, du molybdène, etc., en fonction des formulations clients. On fait à peu près 300 nuances d'inox différentes. Et donc, nous, notre principale empreinte carbone sur le scope 1, c'est la consommation et la combustion du gaz naturel dans nos fours. Fours de réchauffage, fours de traitement thermique, brûleurs divers et variés. Et donc, l'enjeu de ce projet, c'est effectivement de vérifier, avec des démonstrateurs industriels, la possibilité de remplacer le gaz naturel par l'hydrogène. Donc, il y a différents work packages. Je vous parlais de modélisation, d'essais laboratoires. Tous les aspects sécurité aussi, et puis également analyse de cycle de vie qui sont pris en compte dans le cadre du projet. Au niveau des essais laboratoires, donc là vous avez une vue d'un four pilote qui est chez notre partenaire de l'université de Graz, donc un petit four dans lequel on a introduit des échantillons. Sur la gauche de la photo de gauche, vous voyez donc, on devine une partie du brûleur qui est un brûleur flexible qui est capable de fonctionner en air-gaz, en oxygaz, en air-hydrogène et en oxy-hydrogène. Donc ça c'est aussi un avantage en termes de transition énergétique, c'est qu'on peut y aller étape par étape et surtout ça permet un retour en arrière en cas de problème. Et donc, on a envoyé un certain nombre d'échantillons sur des nuances représentatives, des nuances traceuses, et on a regardé un peu, par comparaison avec la combustion air-gaz, qu'est-ce qui se passait dans ces différents modes de combustion, donc air-hydrogène, oxygaz et oxy-hydrogène. Alors, pourquoi je parle d'oxygaz ou d'oxy-hydrogène ? Tout simplement, quand vous avez un électrolyseur, vous produisez de l'hydrogène, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on produit aussi de l'oxygène. Et nous, dans les procédés thermiques, le fait de travailler en oxycombustion, c'est-à-dire 100% d'oxygène au lieu de 21% quand on travaille avec de l'air, on améliore le rendement énergétique de la réaction de combustion et on réduit la consommation de fuel, de combustible, que ce soit du gaz ou que ce soit de l'hydrogène. Et nous, on a démontré déjà en oxygaz sur certains équipements une amélioration de 35% de la consommation de fuel, donc des émissions de CO2.
Bon, ça, c'est les premiers résultats que je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais aller assez vite, qu'on a obtenus justement sur ces essais laboratoires. Globalement, nous, ce qui nous a rassurés dans cette solution, c'est qu'on ne voit pas de changement dans la structure et dans la composition chimique des couches d'oxyde formées en surface lors de la combustion des échantillons d'acier. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. La seule chose qu'on voit, c'est une augmentation de l'épaisseur de cette couche d'oxyde. Maintenant, la question, c'est de savoir si cette augmentation d'épaisseur se traduit aussi par une augmentation de l'adhérence de la couche d'oxyde lors de l'étape d'après, qui est en général un laminage. Donc ça, c'est l'objet des démonstrateurs. Décidément. Excusez-moi. J'ai un peu de mal avec... voilà. Donc là, vous avez une vue des 3 démonstrateurs qui sont prévus d'être testés durant ce projet. Le premier en haut à gauche, c'est le four de réchauffage avant laminage. Donc c'est notre plus gros four à Ugine qui fait 34 MW. Il y a 45 brûleurs. Les produits rentrent d'un côté et sortent de l'autre à 1300 degrés. Donc c'est des semi-produits avant d'être laminés. Qui sortent, c'est des produits ce qu'on appelle des blooms, qui sortent de l'acierie. Et on a commencé à tester donc, sur ce four l'augmentation de la teneur en oxygène dans l'air. Donc là, en ce moment, on tourne à 25% au lieu de 21%. Et on commence à voir effectivement une réduction de la consommation de gaz. L'étape d'après, c'est d'installer des brûleurs oxygaz qui permettront de tourner à 100% d'oxygène et donc de viser des réductions plus significatives de gaz et donc d'émissions de CO2. Sur le deuxième démonstrateur à droite, donc c'est un démonstrateur qu'on va démarrer en début d'année, donc en collaboration avec la société Life, que je remercie d'ailleurs par ailleurs pour l'invitation. L'idée, c'est d'approvisionner ce four en hydrogène et en oxygène, de façon à tester donc, sur un four complet, cette fois-ci, un procédé de traitement thermique sur des couronnes de fil. D'accord ? Et là, on va tester, en plus de l'air gaz, l'oxygaz, l'air hydrogène et l'oxyhydrogène. Et enfin, le dernier démonstrateur, lui, est chez nos collègues allemands, chez DEW. Il a démarré. Donc, c'est un four de réchauffage avant forge, équipé de 6 brûleurs qui fonctionnent en air hydrogène. Et donc, on va bientôt tester. Donc là, il fonctionne à vide, en hydrogène. Et on va bientôt commencer à charger en produits pour évaluer l'impact de ce mode de combustion sur nos produits. Donc voilà, ça c'est une vue 3D du futur, la future installation pour alimenter le petit four de traitement thermique du fil. Et sur la droite, vous avez la vue 3D du brûleur polyvalent, flexible, hydrogène. Donc ça, c'était la vue de dessus. Ça va être compliqué, là. Bon, tant pis. Donc, à terme, une fois qu'on aura finalisé ce projet iDreams, l'étape d'après, si effectivement les conclusions sont positives, c'est de pouvoir déployer de manière industrielle, à grande échelle, donc la production d'hydrogène. Donc, l'idée, c'est de travailler à une production sur site. Donc là, effectivement, on travaille avec la société Life pour installer un électrolyseur de 10 MW sur le site d'Ugine, de façon à alimenter par pipe les différents équipements, les différents fours du site pour assurer effectivement cette transition vers une énergie décarbonée. Donc là, on est plutôt à un horizon 2030 en termes de réalisation. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si je suis dans les temps, mais... Merci beaucoup. On peut prendre une petite question ? Est-ce que quelqu'un... Oui.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais j'essaye quand même. Est-ce que vous arrivez à réimpacter sur la chaîne de valeur, sur votre chaîne de valeur aval, le surcoût de l'hydrogène vert que vous utilisez? Alors aujourd'hui, effectivement, on est encore dans la phase de démonstration, donc on est plutôt sur des projections, effectivement. Clairement, le facteur économique aujourd'hui est l'élément clé pour basculer sur le déploiement industriel de cette solution. Aujourd'hui, si on fait le calcul, le compte n'y est pas. Il n'y a pas d'équation économique viable sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie, dans l'état actuel des choses. Il faut se dire les choses clairement. Donc si on n'a pas, d'ici 2030, identifié des leviers qui vont nous permettre effectivement de retrouver une équation économique viable, ça restera au stade de démonstration, clairement. Donc ça peut soit se faire à travers des mécanismes de soutien. Jusqu'à maintenant, on a eu des soutiens essentiellement sur le CAPEX, mais clairement, le coût de l'hydrogène aujourd'hui décarboné est bien supérieur au coût du gaz naturel. Donc on n'arrive jamais à rentabiliser les investissements, qui sont quand même relativement importants. L'autre levier, et on travaille beaucoup dessus avec Life, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'actifs renouvelables qui sont non pilotables. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des contrats, sur des pas horaires, par exemple, avec des prix pas horaires, et que vous avez la possibilité de déployer des outils flexibles, de pouvoir les démarrer et les arrêter de manière très, très agile, il y a, je pense, ça c'est ma conviction, un moyen d'optimiser le coût d'électricité et donc le coût de l'hydrogène. Aujourd'hui, on voit même de plus en plus sur le spot des prix négatifs. Donc, tout l'enjeu pour moi des industriels électro-intensifs comme nous, c'est de miser à fond sur l'électricité. Aujourd'hui, il y a déjà les mécanismes de capacité, les effacements. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. On est capable d'arrêter l'usine en 5 minutes aujourd'hui. Mais il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire véritablement produire l'hydrogène au moment où le coût de l'électricité est le moins cher. Et je pense que c'est vraiment la clé. Merci. Merci Laurent.